Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Vous n'échapperez pas à la question, vous en doutez. Quels sont vos sentiments sur ce premier tour des législatives? Avez-vous été surpris par l'ampleur de la vague Macron? Oui, quand même, d'une certaine façon. Oui, j'ai été surpris. On parle beaucoup de l'abstention. Je m'abstiendrai d'annexer les abstentionnistes à notre cause. Les abstentionnistes ne se sont pas prononcés. Par conséquent, pour moi, leur opinion ne compte pas. Parce que, puisqu'ils n'ont pas voulu l'exprimer, c'est leur affaire. Simplement, je crois que si les abstentionnistes, si les Français ne participent plus aux élections, d'autres viendront qui dirigeront le pays à leur place. Il faut qu'ils le sachent. Ceci étant, je peux comprendre qu'il y a une certaine lassitude. Cette campagne des primaires qui a été interminable chez les socialistes et chez les républicains, 2 tours pour la présidentielle, 2 tours pour les législatives. Bon, il est certainement préférable, puisqu'on est maintenant dans des systèmes de quinquennat, groupés, si j'ose dire, président de la République, Assemblée nationale, que les 2 élections aient lieu en même temps, comme ça se passe aux États-Unis d'Amérique. Alors pour autant, Bruno Gollnisch, tous les Français ne se sont pas abstenus. Et certains analystes ont commenté un peu ce premier tour en y voyant quand même une volonté de dégagisme de la part des Français. Alors vous combattez, votre formation politique, vous-même le système depuis très longtemps. On a quand même un petit peu de mal à imaginer, vous ne soyez pas parfois content de voir certaines figures du système, comme vous dites, qui pour le coup ont été éliminées dès le premier tour. Oui, c'est vrai, c'est quand même... c'est vrai que c'est assez réconfortant de voir la déconfiture, par exemple, du Parti socialiste, encore que le macronisme a récupéré beaucoup de socialistes. Et d'une certaine façon, j'ai un peu plus de considération pour ceux qui sont restés dans le bateau, serait-ce un bateau que je déteste et que j'ai combattu moi-même, et qui ne l'ont pas quitté comme les rats quittent le navire quand il y a un péril. Mais il ne faut pas enterrer si facilement le socialisme. Je pense qu'il nous reviendra sous une forme ou sous une autre. Ceci étant, aussi, ce qui peut expliquer tout cela, c'est que on a donné pratiquement aux Français les résultats du vote avant, sur la base de sondages. Bon, vous croyez que cela influe vraiment sur le oui, bien résultat? sûr, dans ces conditions-là, beaucoup de gens se sont dit que ce n'était pas la peine de se déplacer, ou alors quand on leur dit que de toute façon il y aura très peu de députés Front National, ils croient que ce n'est pas la peine de se déplacer, alors qu'il pourrait y avoir un sursaut. Par exemple, assez curieusement, nous avons fait un pourcentage qui est à peu près le même qu'en 2012, certainement très inférieur à nos espérances. Mais j'observe par exemple qu'en 2012, nous n'avions que 65 députés présents au 2e tour. Un peu moins d'ailleurs, je crois, 61, je crois. 61, oui, et cette fois-ci, je crois que nous en avons 110, qui sont 110 candidats qui sont présents au 2e tour. Ça veut dire que s'il y avait un sursaut dimanche prochain, il y aurait encore quelques cartes à jouer. Moi-même, je vais d'ailleurs soutenir Bruno Subtil, notre courageux leader champenois, dans une triangulaire à 3. Alors, Édouard Philippe a repris dimanche soir une formule dont vous vous souvenez très certainement, empruntée d'ailleurs à Jean-Marie Le Pen, en qualifiant ce premier tour, en analysant ce premier tour comme celui de la France. Il a dit « la France est de retour ». Une formule utilisant son temps de mémoire en campagne par... La lepénisation des esprits est en marche. Par Jean-Marie Le Pen. Mais, allez, sans langue de bois, vous ne pensez pas tout de même que ce renouvellement, quand même assez extraordinaire du personnel politique qui s'est manifesté là, à cette élection, est-ce que finalement, ça ne permettra pas de sortir d'un certain formatage? Est-ce qu'après tout, les Français ne peuvent pas en attendre quelques bonnes nouvelles, quelques bonnes surprises? Des bonnes ou des mauvaises, on ne sait pas. La virginité, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois, disait Pagnol. Alors évidemment, on nous présente avec délectation tous ces gens-là qui sont issus de la société civile. Mais moi-même, universitaire, doyen de faculté, la première fois que je me suis présenté aux élections, j'étais quelqu'un d'issu de la société civile. Puis la deuxième fois que je me suis présenté aux élections, j'étais un politicien comme un autre. Par conséquent, je crois effectivement que nos compatriotes ont cédé à l'attrait du tout beau, tout nouveau. Le mouvement de M. Macron a surfé aussi sur l'ambiguïté de ses prises de position, que la plupart des gens connaissent très mal, à part la réforme du Code du travail. Donc beaucoup de Français, même attachés à la protection sociale, ont perçu quand même que c'était un bazar qu'il faut quand même réformer et simplifier. Je ne dis pas ça du tout pour défendre les atteintes qui vont être portées à la protection des salariés. Mais alors,
je crois que c'est cette ambiguïté qu'il y a, et que c'est vrai, les formations politiques implantées dans le paysage, la nôtre, y compris d'une certaine façon, ont souffert de cette volonté de renouvellement. Mais nous allons juger l'action de cette majorité, si, comme il est vraisemblable, majorité il y a, et de ce gouvernement à l'aune de ses réalisations. Et ça sera peut-être moins glorieux. Vous évoquiez un parti socialiste en grande difficulté. Certains parlent même d'un parti en état de mort clinique. Mais j'aimerais avoir votre jugement, notamment sur LR, pour le coup, parce que lui aussi, il y a peut-être, en tout cas ça s'entend, des risques d'implosion également au sein de LR, des fractures très importantes, notamment peut-être la position de M. Barouin, qui appelle à une réactivation du Front républicain, à des accords de désistement contre le Front national. Que pensez-vous de l'avenir de LR, selon vous? Mais écoutez, je leur souhaite de connaître le sort du Parti socialiste, mais, parce qu'ils ne méritent pas autre chose. Il faut dire les choses comme elles sont. Déjà, l'attitude du Nini était tout à fait scandaleuse. Entre un socialiste et un candidat du Front National, par exemple, ils s'abstiennent de choisir, c'est tout à fait incroyable, compte tenu du fait qu'une grande partie de leur électorat, en réalité, pense comme nous. Mais qu'ils appellent, dans un pareil cas de figure ou en présence d'un candidat de Macron, à voter pour le candidat de Macron, mais on sait très bien que ceux qui sont restés dans ce parti, pour une large part, ne demandent qu'à une chose, c'est d'être intégrés dans la majorité de Macron. C'est le cas, ils l'ont dit, c'est le cas de Raffarin, c'est le cas de Gégaud, c'est le cas de beaucoup d'autres. Quant au fait que Barouin prétende jouer une carte différente et par exemple s'élève contre l'augmentation de la CSG que va nous faire subir M. Macron. C'est un des arguments forts de campagne, effectivement, de la République. Voilà, j'ai lu ça, je dois dire, mes facultés d'indignation s'émoussent avec l'âge, mais quand même, parce que je suis allé, moi, aux sources. La CSG, alors je vais vous donner quelques informations. La CSG a été créée en 1990 sous Mitterrand par Rocard, alors Premier ministre, Bérégovoy étant ministre de l'économie. Bon, c'est-à-dire par les socialistes. À l'époque, au taux de 1,1%. Et présenté comme un impôt provisoire. À l'époque, la droite a hurlé. Mais la droite est revenue au pouvoir en 93, gouvernement Balladur. Ministre des Finances, Alphandéry. Eh bien, la droite a-t-elle supprimé la CSG? Non, elle a fait plus que le doublé. Elle a passé à 2,4. Ensuite, en 97, Juppé, Premier ministre, Arthuis, ministre de l'économie. Un de vos collègues au Parlement. Qui est ici au Parlement, l'ont passé à 3,4. Certes, les socialistes, sous la présidente Chirac, quand même, Jospin étant Premier ministre et Strauss-Kahn, ministre des Finances, l'ont plus que doublé en la faisant passer à 7,5%. Puis, en 2005, M. Guémard, ministre de l'économie et des finances, vous savez, l'homme au logement de fonction de 300 mètres carrés, là, M. Raffarin, un des leaders des Républicains, étant Premier ministre, et M. Chirac, président de la République, ils l'ont fait passer à 8,2%. Bon, et maintenant, ils viennent nous dire qu'ils sont contre l'augmentation de la CSG, qu'ils veulent la diminuer. C'est une hypocrisie incroyable. Ces gens-là trahissent leurs engagements électoraux depuis des années. Ils ont cocufié tous les Français. Il y en a qui sont encore contents de l'être. Alors au-delà de ces questions économiques, il y a tout de même, en analysant cette élection, une forme de paradoxe. Depuis des années, les sondages montrent que les Français réclament plus de frontières, plus de protection, une défense de l'identité nationale, la fin du communautarisme, un arrêt de l'immigration. Or, précisément, la vague qui a déferlé sur l'Assemblée, on verra si ça se confirme dimanche prochain, et le fait d'un parti qui défend exactement l'inverse, qui est plutôt un parti libéral-libertaire, immigrationniste, communautariste. Comment vous expliquez ce paradoxe? Tu seras un agent docile de la mondialisation. Je l'explique par le fait que je crois que les Français n'en sont pas tout à fait conscients, premièrement. Deuxièmement, malheureusement, c'est vrai qu'il n'y a pas eu tellement de campagnes législatives, et même lors de la campagne présidentielle où il n'était question que des affaires, etc., on n'a pas parlé des choses sérieuses. On n'a pas parlé du déclin démographique de nos civilisations, et notamment du peuple français.
On n'a pas parlé de l'insécurité croissante qui atteint des proportions absolument incroyables. On n'a pas parlé de la récupération de notre souveraineté nationale, etc. Il y a beaucoup de sujets qui ont été malheureusement occultés. Je pense que les gens vont comprendre leur douleur après les élections. Ceci étant, il y a aussi quelque chose qui a joué, je pense, c'est que il y a de façon confuse, diffuse dans le pays et dans toutes les classes de la société, quoi que l'on en dise, la conscience que notre société est paralysée par l'excès de bureaucratie. Je pense au titre d'ailleurs d'un auteur, une dame qui a fait un ouvrage qui s'appelait « Cessez d'emmerder les Français ». Bon, voilà. Il y a un excès de bureaucratie dans tous les domaines, il y a un excès de fiscalité. Et vous pensez que ça a joué sur le... Je pense que ça a joué, je pense que ça a en grande partie désamorcé la réprobation qui aurait dû accompagner le projet de priver les salariés de garanties, d'un certain nombre de garanties dont ils disposent actuellement et de modifier le Code du travail. Parce que les gens sentent confusément que cette législation est devenue tellement abondante, tellement touffue, tellement confuse, qu'elle est, dans l'état actuel des choses, un empêchement à l'embauche. Or, Marine Le Pen l'a dit, avoir des accords de branche, c'est une chose. Les accords d'entreprise, c'est mettre les entreprises en concurrence entre elles et les inciter au dumping social. C'est donc pas la bonne formule, mais ça, les Français n'en sont pas conscients. Alors, ce dont les Français également sont conscients, Bruno Gollnisch, c'est tout de même la relative contre-performance du Front National, peut-être quand même une pierre dans votre jardin. Alors, quand vous voyez ce résultat, quand même, le Front National n'est pas sûr de pouvoir constituer un groupe dimanche prochain, à quoi vous attribuez tout de même cet échec? Échec relatif peut-être, mais échec tout de même. L'abstention, le mode de scrutin, peut-être quand même certains points du programme du Front, pas assez clairs, pas assez détaillés, qui ont pu troubler nos compatriotes. Vous vous remettez tout de même en question? Je crois que ce n'est pas le fait que ce soit pas assez clair ou pas assez détaillé, mais il y a un certain nombre de thèmes, ce n'est pas injurieux de le dire, qui n'ont pas été suffisamment mis en avant. Et notamment celui que je viens d'évoquer, la lutte contre le fiscalisme ou la bureaucratie. Également en matière sociétale, la défense des valeurs traditionnelles, la défense de la famille, etc. Je regrette beaucoup que ceci soit passé, il faut bien le reconnaître, au second plan. Je ne dis pas que c'était absent du programme, il y avait un certain nombre de mesures qu'on pouvait rattacher à une politique familiale, mais ça n'a pas été présenté en tant que tel. Et également dans notre programme social, il y avait autrefois un certain nombre de choses qui étaient tout à fait originales, comme l'actionnariat populaire, comme l'accession à la propriété du logement social, comme le salaire parental d'éducation, etc. Bon, là aussi, je ne dis pas que tout ça a disparu, telle chose a subsisté, tel autre moins, tel autre non, mais c'est moins percutant que ça l'a été. Pareil pour un de nos grands thèmes qui était la suppression de l'impôt sur le revenu du travail. Qui, je crois, était très original et qui était beaucoup plus réaliste qu'on ne pourrait le dire, compte tenu surtout d'ailleurs de l'existence de la CSG. La survie de l'IRPP ne se justifie absolument plus dans la masse des dépenses qui sont celles, IRPP c'est impôt sur le revenu des personnes physiques, en tout cas l'impôt des revenus du travail ne se justifie plus dans le contexte actuel des ressources de l'État, où ça n'en représente plus qu'une assez faible part, mais c'est la part la plus inquisitoriale, c'est la part la plus démotivante, c'est la part la plus lourde à percevoir. Voilà, alors je pense que l'occultation de ces thèmes sans doute a nui, aussi peut-être le fait que, qu'est-ce que vous voulez, nos partisans croient que, comme beaucoup de Français, que tout est suspendu à l'élection présidentielle et sont moins motivés pour les législatives. Ils ont tort. Encore une fois, ils s'abstiennent. Eh bien, leur point de vue ne sera pas pris en compte. Et puis, ils s'abstiennent aussi, ce qui est parfois, en croyant que s'abstenant, ils contestent le système, ce qui est parfaitement stupide et absurde, car les tenants du système sont ravis si les mécontents s'abstiennent. Ce qu'ils redoutent, évidemment, c'est que les mécontents aillent voter.
Alors continuons d'évoquer, si vous le voulez bien, les sujets qui fâchent. Et vous-même, d'ailleurs, Bruno Gollnisch, sur France Inter, le 5 juin, le chroniqueur de l'émission de Charline Vennecker évoquait, comme d'autres médias d'ailleurs, vous savez, cet article de BuzzFeed mettant en cause un certain nombre de candidats du Front législatif qui auraient tenu des propos, allez, pour faire simple, on va dire politiquement incorrects. Oui. Et le chroniqueur de cette émission disait que c'était à croire que la dédiabolisation du Front avait été menée par vous, il vous appelait par l'exorciste Bruno Gollnisch. Alors, encore une fois, responsable et coupable, monsieur Gollnisch ? Je pense que quand il parle de l'exorciste Bruno Gollnisch, il veut plutôt sous-entendre que je serais le diable, et par conséquent inapte à tout effort de dédiabolisation. Voilà, je suppose que c'est ça qu'il veut dire. Bon, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'est livré d'ailleurs dans ce domaine à un exercice quand même extraordinairement intéressant. Je vous en livre la primeur, c'est un petit peu long, vous m'excuserez. J'ai découvert ça, c'est monsieur Jean-Louis Martinelli, qui est directeur du Théâtre des Amandiers de Nanterre. Alors, monsieur Martinelli... Ex-directeur du théâtre, d'ailleurs, je crois. Ex-directeur. Monsieur Martinelli a commis une lettre ouverte à un jeune qui serait tenté par le vote Front National. Alors, diffusé de mémoire sur Mediapart, il me semble. Voilà, alors il veut, sache bien que l'on te vend un prêt-porté à la révolte, mais que tu seras assigné à la haine, à la dépendance, à l'assujettissement, à une pensée réductrice. Et alors, la pensée de M. Martinelli, elle n'est pas réductrice du tout. Et alors, il nous explique, par un argument qui est tout à fait nouveau et original, à quel point tout cela lui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Alors, par exemple, il dit « Le FN a renoué avec une critique du néolibéralisme. » Ces tribuns parlent des puissances d'argent. Autrefois, il était question de plutocratie internationale et des banquiers juifs. C'est lui qui rajoute les banquiers juifs, hein, bien sûr. Et par conséquent, s'élever contre les puissances d'argent, c'est être forcément antisémite. Je me demande d'ailleurs si M. Martinelli lui-même n'est pas, dans son subconscient freudien, quand même un petit peu atteint par cette détestable maladie. Parce que, pourquoi dites-vous ça ? Parce que il suppose que tous les juifs sont très riches et que les plutocrates, c'est-à-dire ceux qui règnent par la richesse, sont forcément des juifs. Or, nous n'avons jamais évidemment rien dit de tel. Alors si vous contestez, n'est-ce pas, les agissements de telle ou telle multinationale, de tel ou tel groupe financier, si comme M. Hollande vous avez le malheur de dire que votre ennemi c'est la finance, vous êtes forcément antisémite, ça va faire beaucoup d'antisémites quand même. Hein. Et alors le plus curieux d'ailleurs, c'est que M. Martinelli a fait Flores parce qu'il a transposé la célèbre pièce de Molière, L'Avare, à Wall Street. Et que je sache, à Wall Street, il n'y a pas que des catholiques romains. Hein, alors là aussi, peut-être, c'est le subconscient de M. Martinelli qui passe. Alors aussi, on détourne l'idée de laïcité, en occultant les évangiles, bien. Vous êtes mis nommément en cause dans cet article également. Oui, bien sûr. J'ai défini une ligne stratégique contre laquelle M. Martinelli et ses amis n'ont pas été assez vigilants. 2 points, les luttes politiques sont des luttes sémantiques. Celui qui impose à l'autre son vocabulaire lui impose ses valeurs. Donc M. Martinelli, pour lutter contre l'infâme Gollnisch, veut lui imposer son vocabulaire. Alors là aussi, il dit par exemple que le Front National ou ses amis évoquent les Français de souche et que c'est opposé aux Français de papier, entre parenthèses, les Juifs donc. Alors c'est extraordinaire. M. Martinelli refuse par conséquent à un certain nombre de Juifs d'être des Français de souche, comme ici en Alsace. Les Juifs alsaciens qui sont ici depuis des siècles ne seraient pas des Français de souche, nous les reconnaissons parfaitement comme tels, ou les Juifs du comtat venessin. Hein, mais ça, ce sont des extrapolations de M. Martinelli. Puis alors, le théorème de Gollnisch a parfaitement opéré. Repensons aux récents propos sur le Veldiv, les propos de Marine Le Pen, qui refuse de reconnaître la culpabilité de la France, c'est-à-dire de tenir le même discours que celui que tenait De Gaulle. Bon, c'est un peu difficile quand même. Et même M. Finkielkraut a dit qu'il penche plutôt vers cette interprétation gaullienne. Alors, est-ce que M. Finkielkraut est antisémite ? Ça m'étonnerait quand même. Enfin, encore un mot. Par exemple, Marion Maréchal Le Pen, la malheureuse. Marion Maréchal Le Pen, elle a dit quels sont ces bobos qui font semblant de s'émerveiller devant 2 points rouges sur une table.
au sujet de certaines manifestations de fumisterie que l'on baptise art contemporain, alors qu'il y a beaucoup d'artistes contemporains qui font de très belles choses. C'est jamais ceux-là qui ont les subventions et les FRAC, que moi j'appelle les FRIC-FAC, les fonds régionaux d'art contemporain, achètent un certain nombre de fumisteries. Marion Maréchal a traité ça par l'ironie, mais c'est très mal parce que Adolf Hitler, de son côté, avait dit qu'il ne fallait pas peindre en bleu l'herbe qui était verte. Bon, nous rappelle M. Martinelli. Donc, selon M. Martinelli, Marion Maréchal, Adolf Hitler, même combat. Moi, je crois que M. Martinelli est atteint de ce que j'appellerais d'une hitléropsychose ou quelque chose de ce style, si vous voulez. C'est-à-dire un côté absolument obsessionnel. Et ça me paraît très gênant parce que d'habitude, ce qu'on appelle le fameux point Godwin, c'est-à-dire le point où à partir d'échanges polémiques, on se traite d'hitlérien, d'après les statistiques de certains sociologues, il faut qu'il y ait une vingtaine d'échanges avant d'en arriver là. Monsieur Martinelli, lui, c'est dès le départ. Écoutez, j'espère qu'il va retrouver un peu de sérénité, et en tout cas, je ne lui veux pas de mal, je le rassure tout de suite. Enfin, on est quand même un peu surpris de voir que notre intelligence, notre art, notre culture, notre théâtre, que je respecte profondément, est confié à des esprits aussi fins, aussi subtils que M. Martinelli. Sans transition, Bruno Gollnisch, avant d'aborder les questions internationales et européennes de cet entretien, quel regard portez-vous, en tant que juriste et puis également en tant qu'élu, sur la loi dite de moralisation de la vie politique qui est portée par M. Bayrou, annoncée par M. Macron, défendue par le gouvernement d'Édouard Philippe? Je pense que c'est une fumisterie. Il y a déjà toute une législation. Je suis obligé de déclarer l'intégralité de mon patrimoine avant d'entrer en fonction. Après ma sortie de mes fonctions, de chaque mandat, je suis surveillé. Toutes les campagnes électorales sont surveillées et le financement par la Commission nationale du financement des élections et des partis politiques. Toute la législation sur la corruption, la concussion, tout ça, ça existe. Alors, il y aura toujours des infractions. On peut multiplier les législations, c'est pas ça qui empêchera nécessairement un certain nombre de malhonnêtetés. Le fait que la propriété privée soit protégée par la loi ne suffit pas à empêcher les cambriolages. C'est évident. Bon, alors là, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose des choses absolument dérisoires. On nous propose que les anciens présidents de la République sont plus membres du Conseil constitutionnel. Bon, je trouve ça assez mesquin, entre nous se dit. Je m'en fiche, hein, mais... et pourquoi? Parce qu'ils auraient pu avoir connaître de lois qui auraient été votées pendant leur quinquennat ou septennat autrefois, et donc qui ne seraient pas libres de les censurer. Mais c'est vrai ça pour tous les membres du Conseil constitutionnel, dont la plupart sont d'anciens parlementaires, ou des professeurs de droit, qui ont pu faire l'éloge des lois en question, ou des avocats qui ont pu, dans leur plaidoirie, se fonder sur telle ou telle loi. Bon, alors ensuite, on nous dit qu'on va plus pouvoir embaucher les membres de sa famille comme assistants parlementaires. Bon, mais enfin, on sait très bien que André va prendre comme assistant parlementaire le fils de Paul, et Paul va prendre comme assistante parlementaire la fille d'André, et on va faire quoi? Et dans le secteur privé, est-ce qu'on s'indigne du fait que M. Dassault fils est succédé à M. Dassault père et qu'après lui, il va y avoir M. Dassault petit-fils, ou des dynasties, Renault, Peugeot, etc. Bon, ça me paraît tout à fait absurde. Ce qu'on a reproché à M. Fillon, à tort ou à raison, je ne sais pas, c'est pas tellement d'avoir embauché son épouse, hein, c'est que cela n'est pas... correspondu à un travail réel, c'est ça. Mais d'ailleurs, l'hypocrisie est totale, parce qu'on ne va pas pouvoir embaucher, par exemple, son épouse. Bon, personnellement, mon épouse n'a jamais reçu un centime de mes émoluments d'assistant parlementaire. Mais qu'est-ce qui va empêcher qu'on embauche sa maîtresse ou son amant? On n'est pas censé connaître la vie privée des gens, hein? Bon, tout ça me paraît dérisoire. Voilà. Alors en plus, d'ailleurs, avec M. Bayrou,
qui est dans le collimateur pour des histoires d'assistants parlementaires. J'allais y venir, oui. Alors, quel regard portez-vous sur cette affaire? Parce que finalement, vous n'êtes plus les seuls alors sur la Sénat actuellement. Je vais vous choquer. Moi, je pense que les collègues qui ont été énoncés, et plus que dénoncés, par Madame Sophie Montel, notre excellente députée de Franche-Comté, et notamment Monsieur Bayrou, Madame de Sarney, je pense qu'ils sont tout à fait innocents. Vous pensez? Oui. Et ils ont utilisé leurs assistants parlementaires comme bon leur semblait. Et on s'indigne de ce que les assistants parlementaires puissent travailler également avec un parti politique. Mais les partis politiques ont une existence légale, c'est l'article 4 de la Constitution. Les parlementaires sont libres de s'organiser, oui. Ils sont libres de travailler individuellement, ou ils sont libres de travailler en groupe. Vous nous redonnez ici ce qui a été la ligne de défense, qui était la vôtre au début de ce... Même pas, moi je même pas dit ça d'ailleurs de toute façon, mais ça me paraît clair. Par conséquent, je ne trouve pas scandaleux que des députés se groupent, oui, quand ils se groupent entre gens de même opinion, et quand ils mettent en poule leurs moyens, notamment d'assistance, eh bien, ça s'appelle un parti politique, voilà. Et les partis politiques, ils sont légitimes, c'est pas honteux, c'est reconnu par la Constitution. Bon, donc moi je pense que tous ces gens-là sont innocents. Seulement s'ils sont innocents, les députés du Front National le sont aussi. On ne peut pas reprocher aux députés du Front National un comportement qui, de temps immémorial, est absolument général, comme le prouve cette affaire. Et je trouve tout à fait contraire à la séparation des pouvoirs que le pouvoir judiciaire s'en mêle. Mais qu'est-ce qu'un magistrat connaît du travail du parlementaire? Est-ce qu'on sait, par exemple, que pour se tenir au courant simplement de la presse, tant nationale que locale, quand on est l'élu d'une circonscription, la presse quotidienne, il faut déjà une matinée de travail pour pouvoir faire une synthèse de la presse pour le député? Alors, ou pour plusieurs députés. Alors Bruno Gollnisch, la technique nous fait signe qu'il va falloir conclure cette émission, donc on sera peut-être un petit peu plus courte que ce qui était prévu. Je voulais quand même vous interroger pour conclure sur la rencontre entre Madame Theresa May et Emmanuel Macron, une rencontre placée sous le signe de la lutte contre le terrorisme. Et vous me disiez tout à l'heure que vous étiez quand même assez embêté, en tout cas par certaines dispositions des mesures contre-terroristes qui ont été prises, notamment dans le cadre de la répression sur Internet. Embêté, non. Je suis tout à fait pour lutter contre le terrorisme. Je suis heureux que M. Macron ait découvert un plan, parce qu'il y a quelques semaines, il disait qu'il n'en avait pas, et il disait je ne vais pas quand même en imaginer un en 24 heures. Bon, maintenant il en a un. Mais c'est le défenseur des libertés publiques que vous êtes, qui est un peu gêné par certaines des mesures prônées. Je suis inquiet quand on parle de limiter les libertés publiques sur Internet. Certes, il y a des tas de choses abominables qui passent par Internet. Dans le cadre de la lutte contre la haine, il est... Voilà, la lutte, c'est précisément ça. Parce que la haine, c'est un sentiment. Alors moi, je suis de la vieille école, ou du moins de l'école rigoureuse en ce qui concerne le droit. Voilà. Ce qui est répréhensible, ce sont les appels au meurtre. Ça, c'est répréhensible. Maintenant, les critiques de la civilisation occidentale ou de l'islam ou de tout ce que vous voulez, parce que ça c'est licite et ça doit le rester. Parce que je vois bien ici, dans cette institution, dans ce Parlement européen, à quel point on baptise discours de haine tout discours qui veut restreindre l'immigration, par exemple. Tout discours qui veut instaurer la préférence nationale, tout discours légitime de défense de l'identité nationale, ça c'est discours de haine, d'exclusion, de xénophobie, que sais-je encore. Et puis les discours du courant dominant, ça c'est les discours de justice, d'amour, de charité. Bon, alors je me méfie beaucoup de la répression de ce qui est baptisé discours de haine. S'il y a des incriminations précises, alors l'incitation à la violence, l'incitation à la commission de crimes ou de délits, l'incitation au meurtre, ça doit être impitoyablement réprimé. Mais je note quand même que dans ce projet pour le terrorisme, il n'y a pratiquement rien qui concerne la protection des frontières, il n'y a rien qui concerne la traque des communautés que la Grande-Bretagne comme la France ont laissé s'implanter sur le territoire national et dont on sait très bien, notamment en Grande-Bretagne, que ce sont des foyers de salafisme et c'est la première marche vers le terrorisme. Ce sera le mot de la fin, Bruno Gollnisch. Merci. Merci à vous.